Moi j'ai joué sur les marches d'ici. Ouais, j'ai joué enfant. Yes, school girl. I'm a school girl. Yes, school girl. School girl. School girl. School girl. I'm brush my teeth like a sucker bitch. I'm a school girl. Et t'avais un marchand de journaux là. Et t'avais une boulangerie au coin avec la tour. La tour, tu l'as connue la tour? La tourelle. Non. Bon, d'ici quoi. Il y a toutes les photos des années 50, il y avait la fameuse tourelle. La folie, tu l'as connue toi la folie? Oh, il sait pas du quartier. School girl. School girl. School girl. I'm a school girl. I'm a school girl. School girl. I'm a school girl. Oh, school girl. I'm a school girl. School girl. And I brush my teeth like a sucker bitch. I'm a school girl. Moi, le quartier, j'y suis venue parce que ma grand-mère, elle était de Ménilmontant. Et ma grand-mère m'expliquait qu'elle allait guincher rue de Ménilmontant. Et puis elle m'expliquait que derrière rue de la Chine, c'était des champs. Moi, maintenant, j'étais rue de la Chine. Maintenant, je me suis déplacée rue Louis Lumière. Donc vraiment sur les bords du 20e. C'est pareil, dans mon immeuble, il y a des gens qui ont 90 ans et qui ont connu, il n'y avait pas de périph', il y avait les champs, les vaches. Voilà, et ça a toujours été un quartier joyeux, multiracial, multimétissé, où j'ai pu découvrir de 18 ans jusqu'à là, 38 ans, toutes les cultures et m'en imprégner et en imprégner mes enfants aussi dans leur éducation. Voilà. La pauvre. Moi, j'imagine elle a des soucis d'oreilles. Ah, j'ai mangé ses cheveux. Quand t'es passé dans le coin, j'ai cru qu'elle allait te violer. Je te jure. Oh bon bateau. Une jeune fille, elle a 90 ans, en mangeant de la crème, s'est cassée une dent. Oh là là, elle lui dit sa maman, en mangeant de la crème, oh là là, elle lui dit sa maman, en mangeant de la crème, c'est passé ton petite jeune fille. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Non, je vais chanter quelque chose. This is a light of mine. I'm gonna let it shine. This is a light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Une jeune fille de 90 ans, en mangeant de la crème, s'est cassée une dent. Qu'est-ce que c'est ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
Alors, qu'est-ce que c'est ici? Quand on se promène à Belleville, on peut remarquer des noms de rues comme la rue des Cascades, la rue des Régols, la rue de la Mare. Et donc, bien évidemment, on comprend l'importance des sources à Belleville autrefois. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre d'abbayes parisiennes qui possédaient des terres et qui très vite vont organiser un système de captage de l'eau grâce à des aqueducs qui étaient des tuyaux qui permettaient justement d'amener l'eau donc à Belleville. En plus, la pente était assez favorable. Donc l'approvisionnement en eau était un peu difficile à Paris. Soit on puisait dans la Seine qui était souvent polluée, soit on puisait dans des puits privés qui étaient souvent insalubres. Donc très vite, on va mettre en place ces aqueducs. Et ce qui reste de ces travaux, eh bien, ce sont ce qu'on appelle des regards. Ici, vous avez un regard, c'est un accès, une ouverture. Alors, on a une sorte de petit bâtiment, un petit monument. Alors sur la gauche, on ne le perçoit pas parce que ça, c'est un regard qui s'appelle le regard Saint-Martin, puisqu'en fait, il avait été élevé à l'instigation du prieuré de Saint-Martin-des-Champs. Et on pouvait voir encore, bien que ce soit aujourd'hui effacé, un relief représentant donc Saint-Martin partageant son manteau. Donc ça a été édifié au XIVe siècle, rénové il n'y a pas très longtemps, et ça permettait au personnel qui était en charge de l'eau de contrôler la bonne circulation de l'eau, le niveau de l'eau et surtout la qualité de l'eau. Donc on en trouve encore dans la rue, il y a le regard des Messiers et le regard de la Roquette. Ah ouais, c'est vrai, c'était trop bien. Mais attends, mais en fait, on n'a pas l'impression d'être à Paris là. Je te jure. Sinon, ça serait trop bien. J'ai la photo chez moi, dans l'escalier. À l'escalier, tu as des gamins qui sont de la photo de l'Ironis, où les gamins sont sur le regard. Tu te rappelles pas? Juste quand tu montais l'escalier à droite. Je me rappelle des gamins, je me rappelle pas des photos. Non, mais quand tu montais l'escalier, juste sur la droite, il y avait. C'était un truc en pierre. Oui, il y avait une aération. Eh bien, les gamins qui étaient là, habillés comme ils étaient, ça aurait pu être moi. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc on se trouve ici au-dessus du parc de Belleville qui offre une très jolie vue sur Paris avec un très beau résumé des monuments parisiens. Avant 1860, Belleville se trouvait en dehors de Paris. Il faut penser que Paris était une capitale de 12 arrondissements qui était entourée par le mur des fermiers généraux. C'est-à-dire qu'il y avait des barrières d'octroi et à chaque fois que vous rentriez dans la capitale, il fallait donc payer un impôt. Ce qui va faire dire d'ailleurs aux Parisiens, le murmurant Paris rend Paris murmurant. Ça ne va pas effectivement réjouir les foules. Et donc on voit tout autour, et notamment dans l'Est, du côté de la partie Est, se développer un certain nombre de guinguettes. On avait une tradition viticole très importante donc, du côté de Belleville, Ménilmontant. Et surtout, il faut penser que puisqu'on était en dehors de Paris, le vin n'était pas taxé, donc il était meilleur marché. Et les gens venaient pour consommer, pour danser, puisque c'était des cabarets qui étaient bien souvent de plein air, alors où il y avait une réglementation assez stricte, puisque on ne servait pas à boire à les prostituées, pas pendant l'heure de la messe. Et puis surtout, si on voulait dormir dans ces guinguettes, il fallait bien prouver que la femme avec qui vous arriviez était bien votre épouse. Sinon, c'était passible d'une amende, ce qui rendait l'adultère pas vraiment, n'était pas à la portée de toutes les bourses. Est-ce que vous savez dans quelle rue on est? Comment elle s'appelle la rue? Des Noyaux. La rue des Pas-Noyaux. Et pourquoi elle s'appelle comme ça, cette rue? Il n'y a pas de noyaux. C'est ça. Parce qu'avant, il y avait du raisin qui poussait là et il n'y avait pas de noyaux dedans. Pas de pépins, voilà. Donc on l'appelle la rue des Pas-Noyaux. C'est pour ça. Jusqu'en 1812, c'était un sentier qui traversait un vignoble, parce qu'il y avait une tradition viticole qui était très importante. Et c'était un vignoble dont les raisins étaient sans pépins, d'où le nom de Pas-Noyaux qu'on a donné à cette rue. Je pense que c'est l'OPA qui doit gérer ça. Des super fenêtres comme ça, j'adore. Donc là, ici, il y a des sculpteurs. D'accord. Ah, faut filmer en plus. Oh purée. On s'entraîne. En plus, c'est le micro. Ouais, c'est pas drôle. Lio, c'est des dames du quartier qui m'ont dit qu'elle habitait au dernier étage de la cité. Ouais. Lio? Ouais. Là, aujourd'hui, cette rue s'appelle la rue Bisson.
Elle s'est appelée juste avant la rue des Montagnes. Il y avait une guinguette qui s'appelait donc les Montagnes de Belleville. Et surtout, en 1817, un militaire à la retraite avait obtenu l'autorisation d'y placer un divertissement qui était très prisé des Parisiens depuis que les Cosaques, justement, en avaient lancé la mode, qui étaient ces montagnes russes. Et donc, au milieu d'un jardin, on va installer ce divertissement, qui était une sorte de grande construction de bois sur laquelle glissaient 63 chars. Et voilà, donc c'était quelque chose qui était très connu et les gens venaient visiblement s'amuser voilà, dans ce manège, ça montait, ça descendait, d'où l'expression des montagnes russes. Et c'était quelque chose qui était très prisé visiblement par les Bellevillois. Juste au coin de la rue des Couronnes, sur le trottoir de gauche, à l'angle de la rue des Couronnes et du boulevard de Belleville, il y avait un bal qui s'appelait le Boléro. Et ce Boléro, c'était les meilleurs danseurs de musette de Paris. Ils se retrouvaient, ils dansaient presque 7 jours sur 7. Et la chance qu'elles avaient, on parle de l'égalité entre les femmes, ben nous les mecs on était obligés de payer, mais les femmes ne payaient pas. Hein. Donc à l'époque, tous les soirs, on dansait tous les soirs dans ce bal et c'était les meilleurs danseurs. On parle souvent du bal à Jo parce qu'il y a toute une histoire de la rue de Lappe, mais les meilleurs danseurs ils étaient là, c'était pas rue de Lappe, ils étaient là. Bon, je vous présente le patron de ce magnifique restaurant qui s'appelle Les Patrons. Un des patrons, alors. Bon, Mariano, qui est aussi vice-président de l'association des commerçants de Ménilmontant et membre du conseil de quartier de Belleville, à ce titre. À ce titre. Voilà. Et lui connaît un peu l'histoire de ce petit carré quoi, voilà. Donc, du il va vous donner quelques éléments sur ce qu'il y avait ici avant. Alors, en fait, le 3 Hormites est un ancien bal qui s'appelait le bal de l'Élisée-Ménilmontant, parce que la rue Élisée-Ménilmontant est juste là. C'était l'entrée du bal, c'est pour ça que ça a gardé ce nom-là. En fait, c'est M. Bruno, professeur de danse, ouvrier en 1814, au 8 rue de la rue Julien Lacroix. Donc, juste ici, le 8. En fait, le bal, c'était vraiment un jardin. C'était sur 3 paliers, on pouvait recevoir 2500 personnes, qui était quand même à l'époque énorme. Le pourquoi qu'on venait ici boire et danser, c'était parce que c'était pas cher. Les réunions y étaient familiales, tout le monde s'y connaissait, mais pour s'y plaire, il fallait être du pays. Léon Gambetta prononça là, le 12 août 1881, un fameux discours-programme en tant que candidat aux élections législatives. L'Élysée-Ménilmontant accueille ce jour-là 2500 personnes. Une grande maison occupe à présent en 1922 la place du bal, mais son nom fut donné à la petite rue qui se trouve là derrière nous. Extrait de Les Bals de Paris d'André Vermeaux, 1922. T'avais un petit béret? Non, on ne portait pas de béret, nous. Parce que nous, on n'allait pas à l'église. Ah non, ça, non, c'était pas la mode pour nous. Ah, c'était pas la mode. Ce n'est qu'à partir de 1860 et pour agrandir la superficie de Paris, surtout aussi pour l'assainir et l'agrandir, que l'on va annexer ce qu'on appelle les communes suburbaines. C'est-à-dire que tout ce qui correspond aujourd'hui à Auteuil, Passy, Grenelle, Bercy, Charonne, Belleville étaient donc en dehors, et à partir du 1er janvier 1860 ces communes suburbaines vont être intégrées à Paris, et donc on va refaire un découpage, on va passer de 12 à 20 arrondissements, et ce découpage va se faire va suivre en fait la forme d'un escargot en attribuant le premier arrondissement dans le quartier du Louvre et des Tuileries, où résidait notamment l'empereur Napoléon III. You know what? I'm a schoolgirl. Et moi, comme mes parents étaient boulangers au 100 rue des Couronnes, eh bien, il y avait des clients qui habitaient là-dedans et des enfants, des élèves de la rue Levert aussi, qui étaient mes copains d'école qui habitaient là-dedans. Et cet endroit toujours été protégé. Il y avait toujours des gens qui faisaient pousser des choses et qui maintenaient en état ces vieilles bâtisses. Et c'était un lieu de promenade le dimanche, quand on n'allait pas au cinéma ou qu'on n'écoutait pas la radio. On venait promener voir les vieilles bâtiments comme ils étaient dans le temps, dans les années 60. C'était ici, ce passage Plantin. Et il y avait d'autres endroits aussi comme ça, avec derrière où tu habitais, d'ailleurs justement, des pavillons à l'ancienne, des pavillons du 19e siècle. C'est pas relié? Non, c'est pas relié, mais c'était la même chose. Derrière les façades que tu as, des façades qui sont toujours propres, avec quelques échoppes des commerçants, derrière, dans les arrière-cours, tu as des passages qui relient les maisons entre elles, avec des anciennes bâtisses, c'est-à-dire des pavillons.
là aussi où était rue de la Mare, il y avait des pavillons au milieu, complètement. Tout l'urbanisme de ce 20e qui avait été construit après Napoléon III était construit sur ce truc-là. Les anciennes maisons avaient été absorbées par des façades pour des grandes rues rectilignes. Mais les arrière-cours avaient été restés en l'état. Voilà. Moi qui suis chauvin, qui connais que le bas de Belleville, je découvre aujourd'hui ce jardin, ce passage magnifique, et je viens de découvrir cette sculpture au fond de ce petit jardin qui est éclairé par le soleil. Moi, j'admire moins la sculpture que le cadre dans lequel elle est, et ce rayon de soleil, on dirait qu'elle illumine le visage du personnage. Alors c'est dommage qu'on ne voit pas ses jambes, parce qu'elle dépasse de sa robe, mais c'est très très beau, et je regrette qu'une chose, c'est qu'elle ne soit pas signée. Parce qu'elle le mériterait. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison exactement? Cette maison, elle est juste construite au bout d'un bout de terrain qui est au niveau de la rue des Pyrénées, donc qui est un peu plus haute que là où nous sommes. Et on raconte qu'une nuit, quelqu'un qui était allé voir un de ses copains a dormi là-bas sur place, dans la cité de l'Ermitage. Et puis comme il ne savait pas quoi faire de son cheval, le copain lui dit « écoute, t'as qu'à le mettre dans le bout de terrain, là derrière la maison, tu verras, il sera très bien ton cheval ». De fait, le cheval était très très bien. Il a pu manger des petites herbes, tout ça, la vie était belle et douce. Et bizarrement, le cheval, on ne sait pas ce qu'il lui a pris, il a eu une petite envie de galop. Donc il a galopé à peu près du niveau de la rue des Pyrénées jusqu'au bout de son petit terrain. Et là, il est tombé, mais il a fait un saut dans cette maison. Il est tombé dans la salle à manger de cette maison. Alors, les gens qui habitaient cette maison, quand ils sont revenus, ils ont eu un sentiment bizarre. Hein, parce que la dame ouvre la porte, il y a son chat qui s'approche, très bizarre, son chat. Puis alors, elle est surtout saisie par une odeur, mais une odeur qu'elle ne connaissait pas. Ou alors, si elle connaissait cette odeur, ça ressemblait à du crottin. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, elle s'approche, et qu'est-ce qu'elle voit dans sa salle à manger? Le cheval qui était tombé tout droit comme ça. Alors, un cheval qui tombe comme ça chez vous, qui passe par le toit, qui ne peut plus sortir par la porte, bien entendu, eh bien, on a été obligé d'appeler les pompiers, et il a fallu ressortir le cheval par là où il était venu, c'est-à-dire par le toit. Voilà l'histoire de cette maison. Cinéma encore. Les images défilaient. Celui qui, enfant, avait rêvé d'être peintre, feuilletant un livre de sa jeunesse, s'arrêtait sur une illustration qui était peut-être à l'origine de sa vocation. Ici, il y avait un terrain en friche qui était presque à l'abandon, avec ce magnifique pavillon qui avait été construit en 1770 par Nicolas Carré de Baudouin et qui en avait fait une demeure bourgeoise. Et il l'avait fait dans le style de l'architecture Palladio. Et ce sont les colonnes qui donnent la signature de référence attribuée à Palladio. Je n'ose pas lire ce que je vois. Le peintre était parti taguer le Sphinx. Je n'ose pas croire ça. Mais j'ai bien l'impression que c'est ça qu'il a écrit. Je n'ose pas le croire. Genre, vous êtes choqués. Pendant des années, ça a été abandonné. Et c'est sûr, la ville de Paris ne voulait pas racheter compte tenu du prix ce pavillon. Et c'est grâce au conseil de quartier de Belleville et des Amandiers, qui avec l'appui de Michel Charzaille, quand même, il faut lui rendre ce qui lui appartient, absolument, a obtenu de la ville de Paris qu'on rachète ce magnifique pavillon qui permet maintenant d'avoir des expositions au premier comme au deuxième étage. Non, parce que tu vois, le Sphinx, il est vieux. Oui. Donc, je sais pas, ça lui donnera un peu de bonne humeur de mettre un peu de couleur sur le Sphinx. Ce fameux petit pavillon-là est connu dans l'histoire de la littérature parce que les Goncourt enfants venaient habiter là et jouaient dans ce parc. Je te laisse ton propos, hein, parce que franchement, j'imagine mal, tu sais que c'est en Égypte, j'imagine mal une bande, même un homme tout seul comme ça.
sont deux. Mais ça avance, non, ça avance. Je sais pas. Ah, ok. Ça fera du style. Ça fera du style. Bah oui, ça le rendra moins solennel, c'est ça que tu veux dire. Ça fera du style. Ça fera du style vu qu'il y a que du sable. Donc de voir de loin un peu de couleur, ça donne de la bonne humeur, je sais pas. Alors derrière toi, il y a le bâtiment qui était autrefois un orphelinat, qui a été géré pendant des années par des bonnes sœurs. Ce sont d'ailleurs les bonnes sœurs qui voulaient vendre l'ensemble, c'est-à-dire l'orphelinat et le pavillon de Baudouin, qui finalement se sont trouvés obligés de le céder à la ville de Paris. Le Sphinx, c'est un personnage symbolique et en général, il donne à chaque individu qui vient le voir, il lui donne une énigme à résoudre. Et si l'énigme n'est pas résolue, le personnage qui voulait rencontrer le Sphinx meurt. Comme ça, on a échappé vraiment à une grosse opération immobilière qui a certainement titillé plus d'une personne avant qu'on se préoccupe de sauver le carré de Baudouin. On a sauvé le tout. Je sais. Presque elle a peur de mourir. Non, c'est vrai. Deux Français qui viennent en Égypte. Ils ont visité l'Égypte et ils veulent laisser une signature de leur passage. Alors ils se disent, on va taguer le Sphinx. Et puis là, vous voyez deux Égyptiens qui disent, ah ben non, vous n'allez pas taguer notre Sphinx. Donc on va venir se défendre. Voilà mon histoire. Ils se battent alors? Oui. Mon Dieu, Sarah. On est où là? Sur des rails. Bon, allons, chantons. J'ai peur. Qu'est-ce que ça peut être toutes ces petites choses-là? Quelles petites choses, ça, les petites choses? Quelles petites choses? Des grosses choses, je veux dire. Alors, on les appelle petites, mais en fait, elles ne sont pas si petites que ça parce que là, c'est pas les ragots, parce qu'il y a des rumeurs et des ragots, c'est pas vraiment ça. Mais en fait, on entend dans le quartier, pour les anciens du quartier, c'est pas vraiment une légende, mais c'est quand même les anciens du quartier disent, quand Gargantua est venu dans le coin, vous savez que Gargantua c'est connu, il y a eu plusieurs écrits, vous qui traînez dans les bibliothèques, Gargantua et Pantagruel, ils sont venus sur Paris. C'est sur ça qu'ils ont rendu fameux. Avant, ils n'étaient pas tellement fameux, donc ils sont venus sur Paris. Évidemment, avec la vie parisienne, ils avaient les vêtements, ça tenait pas trop, il a fallu les recoudre. Ça, c'est les bobines de fil qui ont servi à recoudre les vêtements de Gargantua. Alors, je pense que ce sont des champignons géants qui ont été un peu retravaillés par l'homme dans les années 20-30. C'est pour ça qu'ils ont cette forme bizarre. Derrière moi, vous avez les 3 obus qui datent de la guerre de 1870. Les Allemands, donc, qui étaient stationnés dans l'est de Paris, ont envoyé 3 obus qui se sont plantés ici, dans le parc, qui sont connus maintenant comme les obus Sorbier. L'artilleur, qui était alsacien, s'appelait Sorbier, donc on a baptisé ces obus, les 3 obus de Sorbier. Bonjour monsieur, dame, je ne sais pas à quoi ça sert ça, moi, à mon avis, pour communiquer. J'ai essayé une fois avec un truc rond et j'ai fait ça, je sais pas, et ça fait du son et tout. Et ben comme ça je communique avec ma mère. Allô, oui ma mère, ça va, vous allez bien? Et comment vous allez en Algérie? Et ben c'est tout. À mon avis, ce schmilblick-là, c'est pour les courses de patin roulette. Ces tonneaux, au Moyen-Âge, étaient des tonneaux de vin pour les villageois qui voulaient boire. Je pense que c'était des anciens salons de beauté où ils maquillaient les villageois, les paysans qui habitaient par ici. Ben moi, très franchement, j'ai aucune idée de à quoi ça sert. Et j'ai pas vraiment envie de savoir. Tu te présentes ta petite ceinture, peut-être? J'entends. Bon alors. Le micro, venez. On va attendre que tout le monde soit là quand même.
Des questions les enfants là? Et des grands? Ça n'a pas l'air, c'est ce que je pensais. Bon, depuis tout à l'heure, j'ai entendu beaucoup d'âneries. Ça doit être des gens qui n'ont jamais dû vivre dans le 20e arrondissement. Pourtant, cet endroit est historique. Malgré tout ce qu'on peut dire, c'est vrai que ce parc est magnifique. Mais avant que ce parc se fasse, il faut que vous sachiez qu'en dessous de ce parc passe la petite ceinture qui fait le tour de Paris. Elle est en souterrain à partir de la rue de Ménilmontant et elle va ressortir à peu près à la Flèche d'Or, rue de Bagnolet. Alors, ce que vous avez là, sur le côté, les 6 bobines, eh bien, c'est des bouches d'aération pour permettre justement, quand le train, à l'époque, quand il y avait de la fumée qui sortait, eh bien, au lieu que ça reste dans le souterrain, eh bien, ça sortait par les petites par là. C'est des conduits de fumée. Qu'est-ce qu'il y a dans plâtrière? Là, il y a quoi d'autre? Plâtre. Et oui, Sandra, elle expliquait qu'il y a du plâtre en dessous des maisons et on a utilisé le plâtre pour construire les maisons. Et on dit que Paris doit son visage à ses entrailles, c'est-à-dire que c'est essentiellement du sous-sol qu'on a prélevé les matériaux pour pouvoir construire un certain nombre de bâtiments et puis aussi un certain nombre de monuments parisiens. Et on avait en fait dans ce quartier des carrières de gypse. Et le gypse, porté à haute température, ça donne du plâtre. D'où le nom de plâtrière qui a été donc donné et qui donne justement ce côté si escarpé, si montueux au quartier. Alors ces carrières, elles ont été exploitées à partir du XIIIe siècle jusqu'en 1880. Alors c'est vrai qu'on avait tellement extrait de gypse que parfois il y avait des effondrements, ce qui crée un certain nombre d'accidents. Donc il a fallu ensuite, pour pouvoir construire un certain nombre d'immeubles, de dynamiter ces galeries pour éviter de construire des maisons sur du gruyère, parce que sinon il peut y avoir donc quelques soucis. Bonjour Katia. Bonjour. Et où on est exactement ici? Alors ici, tu es rue Gazniégui, qui est une des entrées du quartier des Amandiers. Et donc tu vas peut-être me poser qui était Gazniégui. Gazniégui, c'est un notaire qui a bas prix acheté des terrains au début du siècle pour construire des petits immeubles pas chers pour les ouvriers qui venaient s'installer à Paris et qui travaillaient sur les constructions haussmanniennes qui entourent le quartier des Amandiers. C'est quoi des constructions haussmanniennes? C'est des beaux immeubles bourgeois. Donc comme tu le vois là-bas en face, il y en a tout autour du quartier des Amandiers, avenue Gambetta, rue Sorbier, rue de Ménilmontant et boulevard de Ménilmontant. Donc ce quartier était entouré, si tu veux, d'immeubles bourgeois. Et à l'intérieur du quartier, il n'y avait que des ouvriers. C'était un quartier très populaire. Et on ne s'en doutait pas en arrivant, par exemple, de la place Gambetta. Personne ne se doutait qu'il y avait autant de gens qui habitaient ici et des gens plutôt pauvres. Où on est? On est rue des Partants. Alors je vais te raconter l'histoire de cette rue. On l'appelait la rue des Partants parce que ici tu n'étais pas à Paris. Et cette rue avait cette particularité, c'est que les gens qui vendaient les légumes aux halles, qui sont dans le centre de Paris, passaient par cette rue et on les appelait les Partants. Ils prenaient la rue des Amandiers puis après la rue du Chemin Vert pour arriver vendre leurs légumes et leurs fruits aux halles de Paris. Pourquoi par ici il y avait beaucoup d'artisans? Pourquoi? Parce que les loyers n'étaient pas chers et il y avait beaucoup de pas de porte. Donc pas de porte, ça veut dire des endroits où tu pouvais accéder directement de la rue. Donc, et ici, il faut savoir aussi quels artisans s'installent ici. Alors, je t'ai parlé des luthiers, des teinturiers, il y avait des lavoirs. Mais on avait aussi des fabricants de verres de jumelles. Donc pour les jumelles, il y en avait plein ici. Donc nous, on jouait avec les verres qui traînaient un peu partout. Il y avait énormément de cordonniers, donc ceux qui fabriquent les chaussures. Tu avais aussi des petites usines de mécanique. Alors, petite mécanique, on fabriquait des ressorts et des roulements à billes. Donc ici, c'était vraiment tout ce quartier-là, Amandier,
qu'il y avait énormément de petits artisans comme ça qui vivaient et des tanneurs de cuir. Pourquoi des tanneurs de cuir? Toujours l'histoire de l'eau. Parce qu'il y avait de l'eau et les tanneurs de cuir ont besoin d'avoir de l'eau. Donc il y avait des échappes ici où on vendait des pièces de cuir, donc pour les chaussures ou bien pour les manteaux, pour la confection. Moi, enfant, j'ai vu passer dans la rue des Couronnes le laitier. Parce qu'il y avait 2 laiteries, tu as raison. Ici, là, il y avait une laiterie, et là, il y avait une laiterie. Il y avait beaucoup de laiteries, ça s'appelait beurre fromage. Il y avait 2 laiteries, mais surtout le matin, et pas tous les matins à la fin, quand j'étais enfant, au centre rue des Couronnes. Il y avait le laitier qui passait, il avait sa chèvre, et puis il avait dans un grand pot de 50 litres de lait, et avec ça, c'était avec un grand manche et un petit récipient, tu puisais le lait et il te remplissait ton seau de lait le matin. Il y avait les métiers, il y avait le vitrier, il y avait porteur d'eau. Enfin, moi, je n'ai pas connu les porteurs d'eau parce qu'on commençait à avoir l'eau, pas à tous les étages, mais l'eau dans les immeubles. Hein. Et on avait les toilettes soit dans les immeubles, soit dans l'arrière. Dans la cour. Ouais. Mais donc j'ai connu vitrier seulement. Il y avait tous les colporteurs, c'était beaucoup de colporteurs pour le fil, pour les aiguilles, les allumettes. Bon. Il y avait un peu des métiers pour tout. Il y avait des métiers pour tout. Tout le monde avait un petit truc à vendre. Oui, à vendre et surtout on s'entraidait beaucoup. T'avais pas, il te manquait pour faire la soupe, il te manquait un morceau de beurre, une patate, t'allais chez la voisine, il prenait du sucre. On s'entraidait beaucoup, on était entre pots, on s'entraidait beaucoup parce que si tu lui donnais pas la main, t'étais tout seul et tout seul quand tu tombes, on peut te ramasser. Donc, je leur dis, on était tous habillés de la même façon. Ah ouais. Tous le tablier noir. La blouse. La blouse noire. Au maximum, tu pouvais avoir une blouse grise. Ouais. Mais c'était rare. Tous les mômes étaient habillés pareil, avec des galoches. C'est pour ça qu'on ne connaissait pas les bougnards. Les bougnards, les écoliers, c'était on avait des galoches, tu vois. Donc, on avait presque... On aurait pu penser qu'on était dans un pensionnat. On était presque tous habillés pareil. Ouais. Après 1860, quand Haussmann a décidé de faire ses grandes artères, les ouvriers, les artisans étant chassés, ils sont venus réfugiés ici sur les terrains agricoles et viticoles. Et c'est pour ça qu'on avait toutes ces maisons insalubres sur ce terrain qui était mauvais. Oui, hein, oui. Et je me rappelle encore, il y a encore quelques années, rue Villain, on avait des immeubles, on était obligé de les étayer. Alors c'est vrai qu'on a transformé, on a agrandi Paris, transformé Paris pour plusieurs raisons. D'une part, à cause d'un problème d'insalubrité, puisque Paris était très sale et qu'on était resté sur un plan de ville médiévale avec des rues très étroites et tortueuses. On voulait assurer une meilleure circulation et puis surtout, c'était pour une histoire de paix sociale. Plus les rues sont étroites, plus les barricades se montent haut et moins la police peut intervenir. Et puis surtout, de dessiner, en tout cas de tracer des rues droites et des grandes avenues, ça permet de tirer au canon, parce que le canon ne tourne pas à droite ni à gauche. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ici c'est un lieu hautement symbolique. La dernière barricade qui était ici entre la rue Ramponneau et la rue de Tourtille marque la fin d'une lutte. De la lutte des pauvres gens contre le pouvoir qui sait, contre le pouvoir qui veut tout imposer à des gens qui finalement souhaiteraient vivre mieux dans des conditions qui sont moins dures. Grâce aux communards, on a obligé les gens du pouvoir à être plus humains et à entendre le peuple et à donner au peuple pauvre des outils, des instruments pour vivre mieux. Je trouve ici une satisfaction à vivre en France, comme française, à être dans une république, à voter dans cette république, parce que les communards ont lutté à leur manière pour que nous ayons droit à nous exprimer et à vivre bien. Oh, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Oh, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. C'est regrettable qu'il n'y ait pas un endroit sur un mur qui a dit qu'à cet endroit, au coin de la rue Ramponneau et de la rue de Tourtille, il y a eu la dernière barricade des communards et les communards se sont battus jusqu'à leur dernière goutte de sang et les derniers sont morts au Père-Lachaise.
Madame Béton avait promis, Madame Béton avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. On sent la Carmagnole, vive le son, et on sent la Carmagnole, vive le son du canon. Ici, on est donc au pied de cette barricade qui est la dernière de la commune. On est aussi dans l'école, la fameuse école de Tourtille, où il y a eu la résistance moderne, je dirais, au retour de Vichy par rapport à des gens qui se font expulser indûment. Et on avait pris des pères de famille à les expulser parce que leurs enfants étaient scolarisés dans cette école. Donc c'est là la première résistance du bas Belleville par rapport à l'éducation pour tous et ne pas renvoyer les gens dans des pays en guerre alors qu'ici on est là pour essayer de vivre ensemble à Belleville. Voilà. Quand nous chanterons le temps des cerises, le guerre aussi loin, les mères de mon cœur seront tous en fête. Alors apparemment, c'est un fronton qui proviendrait d'un dispensaire qui se trouvait au numéro 190 de la rue des Pyrénées. Et c'est un médecin qui s'appelle Gaston Variot qui en 1892 a l'idée d'ouvrir ce dispensaire pour les enfants malades donc, du quartier et surtout distribuer gratuitement ou à prix réduit du lait stérilisé. On dit que Variot est certainement un des pionniers de la puériculture en France puisqu'on s'était rendu compte qu'il y avait une mortalité infantile qui est très très importante entre 0 et 1 an. Il y avait 25% de mortalité dans ce quartier parce qu'on achetait du lait de pas très bonne qualité à bas prix et du coup ça entraînait un certain nombre de diarrhées et de choléra infantile. Et donc Gaston Variot a l'idée d'ouvrir ce dispensaire. Le personnel donc, était composé de bénévoles et il y avait donc des consultations médicales, chirurgicales. On distribuait des médicaments, soit gratuitement, soit à prix réduit, et surtout du lait, le fameux lait Gallia. Et on a vu en fait très rapidement la mortalité infantile réduire, puisque le lait était de meilleure qualité. Alors on sait que les enfants, les nouveau-nés faisaient des visites hebdomadaires donc, dans ce dispensaire. Et quand ils étaient un petit peu plus grands, ils venaient à peu près tous les 15 jours. En fait, les enfants avaient une fiche nominative et on remettait à la mère une sorte de cahier d'instruction, une sorte de carnet de santé. Voilà, c'était un peu le carnet de santé de l'époque. Et donc, on notait très sérieusement la progression et le développement de l'enfant. Mon père était un lapin qu'on appelait Gibet Chopin. Elle avait son domicile à Belleville. Picolait si peu qu'un soir, on la retrouvait sur le trottoir. Elle était crevée tranquille. À Ménilmontant, à Ménilmontant. Qu'est-ce que t'aimes ici? Cette rue. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est jolie. Qu'est-ce que je trouve de joli dans cette rue? Comme j'ai dit tout à l'heure, les maisons et les arbres. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce que t'aimes pas Des fois, quand il y a des concerts dans ma rue à la Bellevilloise, il y a trop de bruit, donc on peut pas vraiment dormir, donc c'est un petit peu chiant. Voilà. On est un des endroits les plus caractéristiques de Belleville par son histoire. La Bellevilloise, comme on a pu le voir dans les plans précédents, a été créée en 1877, c'est-à-dire après la Commune. Et ce quartier était un quartier ouvrier où les gens vivaient dans des conditions assez misérables. Donc les ouvriers ont créé cette association La Bellevilloise, dans laquelle on pouvait venir, on avait fait, comme un commerce, on avait fait une épicerie sociale. C'est peut-être même, la Bellevilloise est même peut-être le précurseur de ce qu'on connaît aujourd'hui, comme les Restos du Cœur, comme le secours catholique, le secours populaire, parce qu'elle a été un précurseur dans ce quartier ouvrier. Voilà. Et puis elle a joué un rôle important pendant toute une grande période, avant la guerre, mais aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942. Elle a servi malheureusement lors de la grande rafle du Veldiv. On a parqué ici des gens du quartier qui étaient d'origine juive avant de les emmener soit dans le camp à Drancy, soit dans d'autres camps. I'm a schoolgirl, I'm a super schoolgirl. I'm a schoolgirl, I'm a super schoolgirl. You know what? I'm a super schoolgirl. Tu avais un encrier.
Hein, donc, avec, comme il dit, avec la plume certaine. Il fallait écrire à la Tes plume. bons copains, ils mettaient de la craie dans l'encrier. Et Allons alors, en écrire plus- avec ça. Et en plus, comme ça faisait des taches, t'avais un buvard. T'avais un buvard pour te Rose, permettre. alors rose, buvard. Ouais, ouais. Le seul rose qu'il y avait dans la Ouais, vie, ouais. c'était le buvard. Ouais, le Ouais, buvard. pas de rose Donc, ailleurs. t'avais un buvard, peut-être blanc des fois de temps en temps, mais Oh là, c'était rose. C'était dans rose. les privilégiés, c'était rose. Mais rose. Donc, quand tu écrivais et que tu faisais des ratures, des pâtés, il fallait. Ouais, mais. Et puis, t'avais pas le droit à rature. Ma chienne Garelle. Oui. Rassemble les loups, oh oui, oh ma chienne Garelle. Oui. Rassemble les loups, et rassemble les loups, rassemblez donc Bien, ma chienne d'après ce que j'ai appris, tu demeurais rue de la Mare, ou tu demeures rue de la Mare. Oui, encore. oui. Bon, tu connais la particularité de cette rue. Oui. Tu sais qu'elle démarre rue de Ménilmontant Oui. et qu'elle est coupée. Par, la elle est passerelle, coupée oui. par cette passerelle, donc c'est assez particulier qu'une rue soit coupée et qu'elle reprend derrière et qu'elle se termine rue des Pyrénées. Oui, donc c'est la seule particularité qu'il y a ou... Non, comme je te l'ai dit, il y a une particularité, c'est que de nombreux films ont été tournés et beaucoup de photos. Presque tous les grands photographes, que ce soit Guérard, les grands photographes du XXe, Guérard, Willy Ronis, ont tous pris la petite ceinture. Bon, d'après ce que tu m'as dit aussi, tu venais jouer sur cette petite ceinture Oui, qui c'est est derrière nous. Oui. Alors d'après ce que tu m'as dit, tu fréquentais des petits voyous, des petits gangsters. Non. Non, c'est pas ça. Bon, alors qu'est-ce que tu faisais? I'm a schoolgirl, yeah. I'm a schoolgirl, ladies, yeah. I'm a schoolgirl, yeah. I'm a schoolgirl, ladies, yeah. Bah, ce que je fais, c'est que, bon, les gens vont trouver ça peut-être ridicule, je sais pas, mais nous, on aime bien poser, en fait, devant certains... Des graphes. Ouais, certains graffitis, qui sont assez jolis, moi, je trouve. Je trouve ça joli. On n'appelle pas ça des graffitis, tu sais. On appelle ça des graphes. Ah. Les graffitis, c'est ceux qui font n'importe quoi. Ok. Une limousine, dans ma cuisine. Une limousine, une limousine, dans ma cuisine. Alors tu sais que cette petite ceinture, comme je te l'ai dit, elle fait le tour de Paris. Oui. Et qu'elle a servi, il y a encore quelques années, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire jusqu'aux années 1950, elle a servi pour le service des voyageurs. Donc il y avait une gare là où on est, juste un peu derrière, il y avait la gare de Ménilmontant. Quand on venait par exemple du côté de la gare du Nord ou de la gare de Lyon, on pouvait s'y arrêter. Puis par la suite, pour des raisons qu'on ne connaît pas très bien, la SNCF a décidé de supprimer la petite ceinture, mais elle en a fait quand même. La gare est restée pour faire une gare pour les marchandises. Oui. Voilà. Et puis aujourd'hui, il y en a qui proposent que cette petite ceinture serve, comme moi, qu'on la remette en circulation, En marche, oui. parce que ça pourrait permettre de supprimer un peu les voitures dans Paris, puisqu'on aurait des moyens de locomotion. Et il y en a d'autres qui voudront en faire, par exemple, une balade. Et puis laisse-les donc, ma chienne Garelle. Oh, laisse-les donc quand ils sont plats. Oh oui, ma chienne Garelle. Rassemble les loups, oh oui, ma chienne Garelle. Nous sommes dans la rue de la Mare. La rue de la Mare. Et nous sommes a priori, je crois, devant chez toi. Oui, c'est ça. Et cette rue de la Mare, est-ce qu'elle s'appelle comme ça parce que par hasard on raconte qu'il y a eu dans le temps lointain des grenouilles? T'en as jamais vu? Si, j'en ai déjà vu, mais enfin bon, après... Pas dans la rue de la Mare? Non. Non. À Truffaut, oui. À Truffaut. Alors c'est une rue qui n'a plus de secret pour toi? Ouais, bah oui, on peut dire ça. Parce que finalement tu l'as fréquentée quand tu étais à la crèche, à la maternelle, à la primaire, et puis mon collège aussi. Et dans cette rue, puisque le côté haut ne t'intéresse pas, qu'est-ce qui t'intéresse pour de vrai? Ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les petits ateliers qui sont faits dans le quartier et plus précisément, c'est des dames qui font des vêtements pour petits et grands et moi j'aime beaucoup. Ça te plaît? C'est parce que ça touche à la mode? Oui, c'est ça. Et puis que c'est sympathique. Et puis c'est unique surtout, ce qu'elles font, c'est... il n'y a pas 30 000 personnes qui auront sur eux, quoi. Ça veut dire que pour un oui, pour un non, tu rentres dans leur boutique, c'est ça que ça veut dire? Ouais, aussi. Ah, voilà. C'est pour ça que tu aimes bien cette petite boutique.
C'est ta boutique, c'est la boutique que tu conseillerais. Oui, c'est la première boutique que je conseille. Très bien. Bon, à part cette petite boutique super sympa, qu'est-ce que tu as encore inventé sur la rue de la Mare? Donc après, il existe d'autres ateliers qui font des vêtements, des sacs, des accessoires, qui sont aussi bien, enfin ça dépend des gens. Et puis il y a des petits cafés où il peut y avoir des concerts le soir qui servent de très bons cafés aussi, chocolat chaud. Donc voilà. Bonjour Marc. Bonjour. Où on est exactement ici? Alors, ici, on est le long de la voie ferrée. Évidemment, on est dans le quartier Belleville, mais le long de la rue des Couronnes, le long de la voie ferrée. Mais là, cet endroit-là, qui est relativement nouveau pour moi, qui était enfant dans le quartier, ça a été reconstruit. C'était un endroit où il y avait tout un tas de vieux pavillons qui n'étaient pas très entretenus et de baraques, et par-dessus des îlots insalubres, et par-dessus des maisons, un habitat, je dirais, précaire, des tranches d'immigration de pauvres qui venaient. Et il y avait une solidarité entre les personnes qui était palpable, je dirais. Vous venez jouer souvent ici avec vos copains? Ah bah oui, parce que là, tu vois, le petit bout du parc, ce qui est maintenant un parc, c'était aussi des vieux habitations, et il y avait quelques terrains vagues, et ici, comme il y avait 3 ruelles, le passage rond, c'est tout ça qui s'entrelaçait, c'était un lieu de... Tu sais, on jouait, les enfants, les petits, on jouait à cache-cache, on jouait à la découverte, on jouait aux cow-boys aux Indiens à l'époque, parce qu'on allait au cinéma voir des films de cow-boys et d'Indiens, donc je jouais aux cow-boys et aux Indiens, derrière les maisons, on jouait à cache-cache et aux cow-boys aux Indiens. Et en plus, sur la rue des Couronnes, il y avait des bandes. Pas des bandes de la manière de maintenant, des bandes à l'américaine, il y avait des bandes, moi je suis de Ménilmontant, ouais les gars de Ménilmontant, il y a les gars du Cusner, en avant les gars du Cusner, oh balaï, chacun chantait ses chants de ralliement par rapport à une petite ruelle. Les gars de la rue des Couronnes, jamais ils allaient, les filles de la rue des Couronnes, pas question qu'elles donnent la main à un garçon du haut de la rue des Couronnes, c'était l'insulte. Donc il y avait des bandes rivales si tu veux. Mais surtout par rapport aux enfants après les adultes. Mais à quoi ça leur servait de... C'est pas que ça leur servait, c'est que c'était comme ça, il y avait un esprit de... Comme on n'était pas forcément du même endroit, pas nés sur le même territoire, tout ça, on se regroupait soit par école, soit par voisins de palier, à serrer les coudes. Donc on se serrait les coudes, ça veut dire que ceux qui n'étaient pas connus, on serrait les coudes, et c'est pas que c'était des ennemis, mais ils n'étaient pas encore connus, voilà. Comment vous faisiez alors pour vivre, vu qu'il n'y avait pas d'eau pour certains, pas d'électricité? Tu sais, on ne se rendait absolument pas compte qu'on vivait mal. Nous, en tout cas, nous les enfants, on n'avait absolument pas ce sentiment-là parce qu'on était très libres, on jouait beaucoup dehors. Tu n'avais pas la circulation comme tu as aujourd'hui. Et donc, c'était un petit village ici, tout le monde se connaissait. Donc, on partageait beaucoup de choses, notamment, écoute, les fins de mois difficiles. Et donc, ça se passait notamment assez bien pour les enfants. Mes parents, je suppose qu'ils avaient des difficultés à la fin du mois, comme tous les gens qui habitions ici dans ce quartier. Est-ce que tu as toujours habité là? Oui, pas tout à fait. Si t'es mieux, je suis né à Belleville et j'ai vécu dans une rue à côté, la rue Bisson, jusqu'à la guerre, puisque je suis un enfant d'origine juive, polonaise. Donc pendant la guerre, j'étais obligé de me cacher. Donc je suis parti en banlieue et j'ai été séparé de ma mère pendant 4 ans, pendant toute la guerre. Et puis quand j'ai pu revenir par ici, donc je suis revenu en 1974 à Belleville, donc j'ai jamais quitté. Alors je ne sais pas si tu peux imaginer, je vivais dans 12 mètres carrés rue Bisson. Oui, j'arrive à comprendre. Mais non seulement 12 mètres carrés, c'est à peu près peut-être la chambre où tu habites actuellement. Dans les HLM d'aujourd'hui, c'est entre 10 et 12 mètres carrés. Ça veut dire que nous, on vivait à 4 personnes. Mon père, ma mère et mon frère. On est dans un îlot qui s'appelait l'îlot numéro 11, qui était voué à la démolition parce que nous habitions dans des immeubles qui étaient vétustes, où il y avait du saturnisme, où on n'avait pas d'eau pour certains, où il n'y avait pas de gaz pour certains, et ils étaient à démolir. Donc il y a une grosse opération d'aménagement de tout le quartier des Amandiers, notamment cette parcelle, où avant ici tu avais des immeubles très bas, avec une population très pauvre, ou ouvrière, et donc au fur et à mesure des années, ils ont tout démoli pour nous reloger. Nous reloger dans quoi? Dans ceci. Et nous, on s'est battu avec le PC pour faire en sorte que les gens soient relogés sur place. Il a organisé ce qu'on appelle des associations de locataires. Et à l'époque, on ne les appelait pas des associations de locataires, on appelait ça des associations de mal logés, comme le nom veut le dire. On s'est battu pour qu'on éradique les derniers taudis qui étaient là où il y a le parc de Belleville aujourd'hui. C'est le dernier îlot qui a été démoli. Et une fois que ça a été éradiqué, alors je rappelais tout à l'heure que ce parc, sur le plan administratif, il avait été prévu, le jardin de Belleville, en 1932, alors qu'on a commencé les travaux qu'en 1980, c'est-à-dire plus de 5 ans, presque 50 ans après.
Le premier HLM qui a été construit, c'est celui de la rue Bottard, en 1959, du moins. Pas construit en 59, en 57, 58, pour être habité en 59, dans lequel d'ailleurs demeure mon frère, puisque à l'époque il demeurait aussi un taudis. Et puis ensuite, le deuxième HLM qui a été construit, le deuxième groupe, c'est celui de la rue des Couronnes, le 84 Couronnes, qui est juste devant l'église, là, qu'on voit devant l'église. Ensuite, le groupe du pressoir qui est sur la droite, là où il y a le dispensaire, et aussi le square du Nouveau Belleville. Et ensuite, on a éradiqué tous les logements qui étaient du côté de la rue Bisson, de la rue Bisson et de la rue Palicao. Moi, j'habitais rue des Amandiers, au 103 rue des Amandiers. Maintenant, tu as un lycée là-bas. Ça a été démoli aussi. Oui, ça a été démoli et j'ai vu la démolition de la maison où j'étais née. Donc, où ils vous ont placé? Ici, dans la rue des Partants, provisoirement, dans une autre maison qu'ils ont démolie. Puis ils m'ont relogé dans la rue de l'Aide, dans une autre maison qu'ils ont démolie. Et pour finir par me reloger définitivement, rue Boyer. Voilà, moi j'ai fait 3. Et j'étais pas la seule, hein. Et cette maison où vous avez été logée, elle n'a pas été détruite? La dernière où je suis, là non, là c'est bon. Dans quel endroit ils ont mis le feu? Ils ont mis le feu là, rue des Cendriers, rue des Amandiers et rue des Panois. Ils ont fait un périmètre. Et donc on avait plein de pompiers, plein de flics avec les capotes comme ça. Et ils ont mis le feu. Et ce feu, ils ont eu un mal fou à l'éteindre. Ça a duré 2 jours. Et donc après, ils ont pu recommencer parce qu'ils ont pensé que ça pouvait être dangereux. À mon avis. Et les rats, j'en ai parlé, les rats, qui sortaient de partout quand il y a eu le feu. Et nous, ça nous amusait, les enfants, on courait après. Donc, et ça s'est passé la nuit. Donc, ça faisait comme une fête. Donc, on était tous dehors, tous les mômes étaient dehors, les parents, on regardait le feu. Tout a été démoli. Tout. Tout. You know what? I'm a schoolgirl. Parce qu'on parle de collège aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas de collège, hein, pratiquement, dans le 20e. Il n'y avait pas de ça. Non. Moi, j'étais 44e sur 45. Donc ça ne m'étonne pas. Hein, Ah oui, parce que, attends, tu sais pourquoi? Attends, tu sais pas pourquoi? Parce que les grands derrière. Putain, alors moi, j'étais devant le poêle, on n'avait même plus le poêle. Bon, donc évidemment. Non, non, ça ne m'étonne pas. Bonjour, moi c'est Myriam et vous? Moi c'est Raoul. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis un des nombreux artistes qui travaillent à Belleville. J'ai un tout petit atelier de gravure un peu plus loin, à la rue des Cascades. En réalité, je suis mexicain. Je suis tombé du ciel il y a 21 ans. Et totalement par hasard. Et je me suis installé à Belleville parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu la gentillesse de me sous-louer une boutique. Maintenant, je suis le locataire attitré, donc je suis un ancien de la rue des Cascades. Et quelque part, je suis devenu bellevillois. D'accord. J'ai entendu dire qu'il y a eu un film ici. Oui, bon, enfin, si tu veux, je connais plus ou moins le détail de l'histoire de la rue des Cascades, puisqu'à force d'y travailler, il a fallu que je m'intéresse, que je m'intègre dans le contexte. Et en effet, là où il y a les arbres, il y a un film qui a été tourné, un film classique de la cinématographie française qui s'appelle Le Casque d'Or. Et évidemment, pas tout le film a été tourné là, mais les séquences qui sont très connues avec Reggiani, Casque d'Or, ont été tournées dans cet espace. Cet espace, on l'a sauvé de la démolition avec une bataille épique du conseil du quartier qui a duré 6 ou 7 ans. Et à la fin, la ville a accepté de reconstruire la maison et de refaire l'immeuble à l'identique, l'immeuble qui est à côté. Et donc c'est un espace de l'histoire de la rue des Cascades et de l'histoire du cinéma français qui a été conservé. Bien, les enfants écoutez un peu. Vous voyez, là, il y a un magasin qui s'appelle Casino. Avant, il y avait un autre magasin à la place qui s'appelait Monoprix. Mais avant, bien quand j'avais votre âge, j'étais au cinéma. Il y avait un cinéma qui s'appelait le Phénix. Et pour la petite histoire quand même, j'ai été voir dans ce cinéma, c'était dans les années 42-43, Le Petit Bossu, avec Pierre Blanchard.
hein, Lagardère, etc. Et je me souviens parce que c'est une anecdote de l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup de films de cap et d'épée. Hein, ça remplaçait, avant qu'on joue les westerns, avant la guerre, c'était surtout des films de cap et d'épée, comme Le Bossu. Et je me rappelle, j'avais été voir Lagardère avec Pierre Blanchard dans ce cinéma. Ici, on est sur la place de... On est au métro Ménilmontant. Il y a encore maintenant, il y a à peu près une quarantaine d'années, cette place était autrement. Elle a été, là, parce qu'elle a été déjà cassée 3 fois, ça coûte très cher aux contribuables de Paris d'ailleurs. Mais cela dit, sur cette place, 1 fois par an ou 2 fois par an, il y avait des fêtes foraines. Vous avez entendu parler de la foire du trône? Bon, et ben c'est comme à la foire du trône, il y avait des autotamponneuses en plein milieu de la place. Et puis sur le trottoir qui est en face, le grand trottoir côté 20e, il y avait des baraques de forains, de tir à la carabine, des cartes anciennes. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'en est pas une celle-là. Et puis juste à côté, là où il y a le Crédit Lyonnais, il y avait un cinéma qui s'appelait le 20e siècle. Voilà. Et bon, bah, on y jouait toutes sortes de films. Et un peu plus loin, sur la droite, il y a encore la façade. On a réussi à conserver la façade. C'était un genre de cabaret. Et si on pouvait la filmer, la façade est encore très belle. Elle a été conservée. Alors on se trouve ici devant une fontaine qui s'appelle la fontaine Wallace. Richard Wallace était un riche philanthrope qui était un amoureux de Paris. En 1860, il hérite d'une fortune colossale de son père. Il va en faire bénéficier les Parisiens puisqu'il va avoir l'idée de dessiner et de financer ces fontaines qui permettaient en fait aux plus démunis d'avoir de l'eau assez facilement. Puisqu'en fait, les Parisiens, après un certain nombre de révoltes, de guerres, de disettes, au moment de la Commune en 1871, on avait détruit un certain nombre d'aqueducs et du coup, le prix de l'eau était devenu très élevé. Et il a l'idée donc d'offrir de l'eau aux plus démunis. Donc en fait, c'est une fontaine qui s'inspire de la fontaine des Innocents qu'on trouve donc du quartier du Forum, dans le quartier du Forum des Halles, avec donc ces 4 statues colonnes donc féminines. Et il y avait un filet d'eau qui coulait du dôme au centre. Et donc, ce sont des fontaines qui portent le nom de Wallace depuis 1872. L'emplacement et la couleur, c'est-à-dire le vert, ont été décidés par la municipalité. Lui a dessiné la fontaine et on a choisi la fonte parce que c'était un matériau économique. Donc, alors il y en avait de différentes tailles. Hein. Il fallait que ça ne pollue pas le paysage urbain. Il fallait que ce soit assez beau, sans gêner, si vous voulez, la visibilité. Je fais comme ça. Remontant. Ça tourne là? Mais Morel descendant les rues de Ménilmuche. J'ai appris que vous étiez journaliste. Ah oui, alors. Eh bien, c'est facile. Le journal qui s'appelle L'Ami du 20e, il est né dans cette église. Il est parti de cette église et il est parti dans les années un petit peu avant la guerre. Et puis après ça, après avoir couvert le 20e arrondissement de Belleville et de Ménilmontant, il est allé couvrir l'ensemble du 20e. Et c'est comme ça que c'est devenu l'Ami du 20e. Au début, ça s'appelait l'Ami de Ménilmontant. Voilà, ça c'est l'histoire du journal. Mais il y a autre chose que j'aime beaucoup dans cette église, c'est finalement la volée de marche que nous avons devant nous. Je pense de loin que c'est la plus belle volée de marche qu'on puisse trouver à Paris. Je veux dire, et je trouve qu'elle est épatante cette volée de marche pour faire des photos souvenirs. Par exemple, envisager la sortie d'un mariage, et ben ça fait des photos magnifiques. Ménilmontant, le son. Donc on est à place Maurice Chevalier.
C'est votre église juste derrière. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Ça fait 6 ans que je suis le curé ici de Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant. Mon rôle, c'est pas simplement sur les fidèles pratiquants, c'est aussi par rapport à toute la population et tout ce qui se fait. Et c'est pour ça que depuis 6 ans, j'étais amené à découvrir les activités du quartier, les commerçants, beaucoup, mais aussi les activités culturelles, comme avec les artistes de Belleville, auxquels on participe aux ateliers d'artistes de Belleville. Et chaque année, au mois de mai, on accueille 4-5 artistes qui n'ont pas d'atelier peut-être, ou qui ne peuvent pas ouvrir leur atelier pour les visiteurs. Et donc, ils viennent exposer dans les cryptes de l'église. Et on m'a laissé entendre aussi qu'au moment du ramadan, vous accueillez les gens qui pratiquent le ramadan. Quoi, oui. Là, c'est une ancienne tradition ici de relation avec les autres religions. Dans les années 70, le curé avait ouvert la crypte à un groupe de prière musulmans. Pendant 3 ans, tous les vendredis, il y avait une centaine de musulmans qui venaient prier dans la crypte de l'église. Alors maintenant, la mosquée rue de Tanger a été ouverte, mais ce sont les repas du ramadan qu'on a accueillis pendant 3 années, à la demande de l'association Vivre Ensemble dans l'Est parisien. Il y avait 200 personnes, un peu de toutes les religions, principalement des musulmans, mais qui venaient vivre leur repas d'iftar pendant le ramadan. Donc on peut dire qu'à un moment donné, la rue Jean-Lacroix, elle abritait les 4 cultes. Le catholique avec votre église, le culte protestant en haut de la rue Jean-Lacroix, avec le temple, la synagogue, le culte juif, et vous abritiez les musulmans dans la crypte. Voilà, c'est la tradition interreligieuse du quartier. Et là, soit on tourne, on laisse deux temps. Tu vois, pour venir, Moi, j'aimerais te poser comme question, c'est qu'est-ce que tu peux me dire de Maurice Chevalier? Alors, Maurice Chevalier était un homme très populaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de stars, par exemple comme Johnny Hallyday. Maurice Chevalier, c'était à l'époque un chanteur. Il faisait aussi il a tourné dans beaucoup de films, il a tourné quand même quelques films. Et aussi, on reconnaissait de loin parce qu'il portait un canotier sur la tête. Bon, cela dit, ici, cette place, donc, c'est un peu son environnement. Il a vécu toujours dans ce quartier et c'était un chanteur très populaire, dont une chanson que tout le monde connaît, ou presque les anciens, c'est Les gars de Ménilmontant, que tout à l'heure, on va peut-être chanter. C'était la vedette internationale. Il avait commencé par chanter dans le quartier, dans les Folies Belleville, sur les planches du music hall de l'époque. Et il commençait avec à l'époque, il n'y avait pas encore la radio. Après, c'est la radio qui l'a repris, mais à l'époque, c'était donc les pièces de théâtre et c'était Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Tu te rappelles de ça? Oui. Ça se dansait d'ailleurs, tiens. Ah bah si, ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Elle savait dans la tête, Yvette, et la consomme, plus heureux que moi. Bon, je suis chauvin, je le reconnais. Belleville, pour moi, c'est quelque chose que j'aime. Et je peux dire que, à part la Tour Eiffel et la Tour Montparnasse, c'est d'ici qu'on a la plus belle vue sur Paris, même par rapport à Montmartre. Les gars Ménilmontant sont toujours remontants, même en redescendant les rues L'Homme et les méchants, dont le cœur battant, le cœur et puis tout le restant, même en redescendant.